Pour un enfant sauvé, 10 gazés, je ne sais pas si c'est vraiment efficace comme le dit la police, quoi. Bienvenue, n'hésitez pas à commenter, à discuter dans le chat. On est là pour discuter de l'actu belge, hein, et donc ce soir on va revenir sur la grande mobilisation historique du 14 octobre. On va parler de ce qui s'est passé cette journée-là, mais on va surtout parler de la violence policière parce que c'était hardcore. Juste après aussi, il y avait eu l'expulsion de zones neutres, donc l'expulsion d'un squat où il y avait des dizaines de personnes, dont des enfants qui étaient logés. On va parler de l'expulsion violente de la police là aussi. On sait un peu le thème ce soir, la violence policière. Et pour ça, je vous montre. Tac, est-ce qu'on voit ça? Ouais, voilà. Là, pour ça, on va s'appuyer sur une vidéo de BX1 qui interviewe le président de la Ligue des droits de l'homme. Et on va analyser tout ça en prenant aussi les éléments de langage, en critiquant aussi les éléments de langage des journalistes. Et on va décortiquer un peu chaque élément qui est dit dans cette interview qui dure une dizaine de minutes. 13 plaintes au comité paix. C'est vrai que lors de précédentes manifestations, il y avait eu aussi des incidents. Est-ce que vous avez l'impression ces derniers temps que ces cas de violence policière présumée se multiplient? Vous entendez, hein, ces cas de violence policière présumée, ces incidents, tous ces éléments de langage, parce qu'on ne veut pas nommer ce que c'est, des violences policières, des violences structurelles, des violences de police qui se déchaînent sur la population. On a vu des gens matraquer et se faire matraquer. Hein. Je pense que j'avais trouvé ici une vidéo. Voilà, ici une vidéo de Urbiz sur Instagram où on va voir quelques images qui sont assez violentes, hein, pour les personnes qui n'ont pas vu. Attention, mais c'est important, je trouve quand même. C'est vraiment des images d'une extrême violence. On se croirait pendant les Gilets jaunes en France, j'ai envie de dire. C'est assez choquant. C'est vraiment un truc qui est marquant, hein, là dans la politique belge. On voyait depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, que la police s'arme, que la police devient de plus en plus violente, que la police s'exprime de plus en plus facilement. Aussi dans les médias, on voit une normalisation de la parole de la police de plus en plus dans les médias depuis plusieurs années. Mais là, on est sur une manifestation syndicale nationale, une grève nationale avec plus de 140 000 personnes dans les rues. Et il y a un déchaînement de haine de la part de la police qui est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est un pas de plus dans la banalisation, quoi, parce que tolérer de telles scènes de violence de la part de la police dans les rues de la capitale, c'est vraiment impossible, quoi. Et on va le voir avec la suite de l'interview. Mais donc, les journalistes vont essayer de justifier, ils vont donner la parole à la police. Il y a plein d'articles, comme vous voyez ici. Il y a cet article qui est vraiment choquant, hein. Donc ici, un article de la RTBF qui dit que voilà, l'intervention musclée de la police lors de manifestations nationales, que s'est-il passé? La police se justifie. Et on va le lire plus tard, mais basically, c'est juste un article où il donne la parole à la police qui vient expliquer que non, la NAS n'était pas illégale, que non, il n'y a pas eu de blessés, que non, les images des enfants et tout ça, c'est un accident, c'était pas le but et tout ça. Tandis qu'il y a eu des enfants qui se sont fait gazer, il y a le cortège des familles qui a été gazé, c'est pas un accident, quoi. Mais comme on le voit ici, la RTBF qui va créer vraiment, utiliser les éléments de langage de la police d'une part dans leurs interviews, comme le fait BX1, mais autre part donne simplement la parole à la police pour se justifier, pour venir critiquer toutes les images, pour venir critiquer tous les soi-disant mauvais manifestants, hein. C'est ça l'élément de langage qu'on va retrouver autant chez les politiciens que la police et que les journalistes, c'est la notion de bons manifestants et mauvais manifestants. Donc c'est créer vraiment la différence et donc créer une idée comme quoi il y avait une bonne manière de manifester et donc que tout ce qui sort de ce cadre, donc de cette bonne manière de manifester, qui est une notion totalement floue, hein, au passage, mais tout le monde qui sort de ce cadre de bonne manière de manifester peut se faire fracasser, peut se faire gazer, peut se faire arrêter arbitrairement, peut se faire fouiller, tout ça. Évoque la technique de la NAS, hein. Donc c'est une technique policière qui encercle les manifestants pour les empêcher de bouger. Cette technique, elle a été jugée illégale en mars 2025. Pour cette manifestation, il y a des questions qui se posent. Est-ce qu'il y a vraiment eu recours à la NAS ou pas? Alors il semblerait que oui, mais effectivement l'enquête le démontrera, mais sur base d'images qu'on a pu voir, ça laisse en tout cas sérieusement penser qu'une NAS
a été utilisée. Et d'autant plus que, vous l'avez mentionné, il y a eu une décision du printemps dernier, en avril 2025, une condamnation du tribunal de première instance de Bruxelles qui condamne le bourgmestre de Bruxelles, la zone de police et l'État fédéral, entre autres pour l'usage de NAS, déjà dans des manifestations qui protestaient contre les violences policières. Justement, Philippe Claus avait déclaré qu'il autoriserait l'utilisation de cette NAS si les forces de l'ordre le jugeaient nécessaire. Exactement, et pas que dans ce cas-ci. On a des témoignages nombreux de manifestations en soutien à la Palestine, notamment, que ce soit devant la Bourse ou ailleurs, où on a des témoignages du fait qu'une NAS a été utilisée. Et Philippe Claus lui-même a reconnu qu'il aurait encore recours à cette technique, qui pourtant a été déclarée illégale. Alors on a invité la zone de police à venir débattre avec vous, elle n'a pas souhaité être là. On a invité les syndicats aussi, ils n'ont pas pu nous rejoindre. Et donc, la police dit qu'il n'y a pas eu l'utilisation de la NAS, elle parlait de l'utilisation du confinement comme encadrement temporaire et ciblé qui permet et qui prévoit des issues. Attendez, donc c'est pas une NAS, c'est un confinement encadré. Et donc, mais la police dit qu'il n'y a pas eu l'utilisation de la NAS, elle parlait de l'utilisation du confinement comme encadrement temporaire et ciblé qui permet et qui prévoit des issues alors que c'est pas le... Un confinement comme encadrement ciblé. Non, c'est pas une NAS du tout. Mais allez, quoi, que ce journaliste reprenne cette phrase de la police, tandis que allez, c'est absurde, quoi. C'est absurde qu'ils se rendent pas. D'office, ils se rendent compte que c'est la même chose qu'une NAS, mais il reprend simplement l'élément de langage de la police, quoi. Le cas pour la NAS où ils sont bloqués complètement. Alors pour vous, est-ce que c'est une explication qui vous convainc ou pas vraiment ? Alors, en théorie, dans ce genre de technique, effectivement, les gens doivent pouvoir sortir parce qu'en fait... On a vu des images où on permettait à des enfants, effectivement, d'être exfiltrés de cet amas, en fait, de manifestants. Oui, mais en pratique, on sait que ça ne se passe pas toujours comme ça. Loin de là, en fait, on a beaucoup d'exemples où... En fait, c'est vraiment, on utilise l'image de la NAS parce que c'est comme un filet qu'on jette et on prend un peu tout ce qui tombe dans ce filet, comme des pêcheurs avec des poissons. Et dans l'affaire qui a donné lieu à cette condamnation, on était près de la gare centrale. Les personnes ont été arrêtées qui ne participaient même pas du tout à la manifestation. Oui, mais ici, la porte-parole de la zone, elle dit qu'on avait prévu des issues et un délai pour que les personnes non concernées puissent quitter la zone. Pour vous, c'est difficilement applicable, ça ? Mais surtout, ce qui me choque, c'est qu'il ne parle pas juste du danger qu'est une NAS, parce que quand tu fais une NAS, donc quand tu confines dans un encadrement direct les personnes, mais en fait, il y a des risques de mouvement de foule, il y a des risques d'anxiété, il y a des risques de crise ou de tension même. Ça crée la tension et ça crée les violences. C'est la police qui crée les violences. Et du coup, en fait, une NAS, je trouve ça ouf qu'ils ne parlent pas du danger que c'est. En fait, moi, à quel moment on va enfin interdire la NAS, c'est quand il y aura des gens qui vont mourir parce qu'il y aura un mouvement de foule ou parce qu'il y aura des crises d'angoisse qui ne seront pas soignées à temps et ce genre de choses. Donc, je ne comprends pas pourquoi, là, le personne de la Ligue des droits de l'homme n'utilise pas cet argument-là, mais bref, pas toujours, presque jamais, quoi. Non, c'est impossible de sortir des gens du NAS, ou presque impossible, quoi. Les quelques images qu'on a vues de bébés qui étaient sortis par la police, j'ai vu une image d'un bébé qui était sorti par la police de la NAS, mais pour le reste, j'ai aussi vu énormément d'images de gens qui se font gazer, des enfants qui se font gazer, des bébés qui se font gazer. Donc bon, pour un enfant sauvé, 10 gazés, je ne sais pas si c'est vraiment efficace, comme le dit la police, quoi. Ce 14 octobre, lors de la manifestation contre les mesures antisociales de la coalition Arizona à Bruxelles, la police a violemment réprimé les individus qui ont saboté le bâtiment des offices des étrangers. Le jour même, les gros titres étaient déjà écrits. De la racaille, déclarait le ministre Van Bossut, ministre de l'Asile, de la Migration, de la NVA. Des casseurs, répétaient en chœur les médias mainstream belges, francophones et néerlandophones. Entre 80 000 et 140 000 personnes avaient manifesté. Mais ce n'est pas cette mobilisation historique que la presse a choisi de mettre en avant. Non, l'essentiel de la couverture médiatique s'est focalisé sur les vitrines brisées et sur les émeutiers. Cette focalisation n'est pas anodine. Elle révèle comment les médias mainstream, loin de leur rôle présumé d'information dite objective, se font les relais complaisants du discours sécuritaire de l'État. Ces médias criminalisant les casseurs et présentant les actes de violence, exprimant une colère lors de manifestations en les isolant de leur contexte politique et social. Par ailleurs, ils occultent délibérément les violences policières pourtant largement documentées ce jour-là. Ainsi, les principaux médias belges ont participé à une opération idéologique et de communication.
Légitimer la répression, délégitimer la contestation. La Libre titre sur la racaille et les débordements. Le Soir consacre plusieurs articles aux arrestations. VRT News publie une enquête détaillée sur qui sont les émeutiers. RTL Info s'interroge gravement. Ils utilisent une tactique des Black Blocs. Qui sont les casseurs, titre-t-il. Ce postulat place l'extrême gauche comme responsable de la colère sociale qui s'est exprimée lors de cette manifestation, comme si elle n'était pas le produit des mesures du gouvernement Arizona. Cette construction narrative n'est pas neutre. Elle permet d'isoler les violents des bons manifestants et de séparer artificiellement la forme du fond. Elle transforme un acte politique, par exemple s'attaquer au symbole de l'ordre capitaliste et de la politique migratoire répressive, en criminalité gratuite. Les casseurs ne seraient mus par aucune logique politique, seulement par un goût irrationnel pour le chaos. Pourtant, le traitement médiatique du 14 octobre pourrait être l'occasion de repenser ce qu'est la violence. Il y a 3 sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue des dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes et de femmes dans le rouage silencieux et bien huilé. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. La troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Il n'y a pas pire hypocrisie de n'appeler violence que la seconde en feignant oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Une citation de Dom Helder Camara. Quand la ministre Van Bossut de la NVA qualifie les manifestantes de racailles, elle parle au nom de l'institution qui incarne cette violence structurelle. L'Office des étrangers, qu'elle dirige, est un rouage de cette machine qui broie les existences, qui met à mort les personnes sans papier. Mais plutôt que de se questionner sur cette violence première, les médias reproduisent servilement ce type de déclaration. Ils relaient les indignations des politiques pour quelques vitrines brisées, et non les indignations face aux vies brisées par les politiques migratoires. Les termes casseurs, les fauteurs du trouble, les émeutiers, etc. ne sont pas neutres. Ils charrient une charge morale et politique qui présuppose la légitimité de l'ordre établi et l'illégitimité de ceux qui la contestent. A l'inverse, quand il s'agit de décrire l'action policière, le vocabulaire se fait technique, neutre, presque bienveillant. Intervention, dispositif de maintien de l'ordre, usage de moyens spéciaux. On ne parlera pas de répression, de violence policière ou de brutalité. La violence répressive bénéficie d'un traitement linguistique qui la désincarne, la technicise et la légitime en somme. Un autre procédé récurrent est l'insistance sur le caractère extérieur des violences de la manifestation. Les casseurs auraient infiltré le cortège, profité de la mobilisation syndicale pour semer le chaos. Selon le parquet, un groupe spécifique aurait profité du rassemblement pour commettre volontairement des actes de violence. Et ça, c'est ce que le journaliste de BX1 disait aussi. C'est ces termes-là qu'ils utilisaient en disant que, ah oui, il y a des gens qui étaient infiltrés, et c'est ce que la personne de la Ligue des droits de l'homme disait aussi, tandis que c'est peut-être aussi des gens qui participent à la grève nationale, qui ont peut-être, comme Bruxelles Davy le disait, une vision politique et des raisons pour lesquelles s'indigner et commettre de la violence. Le président de la CGSLB déplore qu'une minorité violente ait éclipsé la manifestation, affirmant que ce ne sont pas des manifestants, mais des gens qui sèment le chaos partout. Merci le syndicat bleu. Cette narration de l'infiltration sert à plusieurs fins. D'abord, elle permet de préserver l'image des vrais manifestantes, syndicaux, pacifiques, respectables, ceux avec qui le pouvoir peut dialoguer en somme. Ensuite, elle dépolitise des actions directes en les présentant comme des parasitaires, sans lien organique avec les revendications du mouvement social. Enfin, elle construit une opposition binaire entre vrais manifestants et faux manifestants, entre contestation légitime et violence illégitime. Or, cette opposition est largement artificielle. Les militantes d'action directe ne sont pas venus de l'extérieur pour troubler une manifestation paisible. Et elles font partie du mouvement social. Et elles partagent les mêmes colères contre les politiques, mais divergent simplement sur les moyens d'action. Prétendre qu'elles n'ont rien à voir avec la manifestation, c'est nier cette continuité politique. En criminalisant systématiquement des actions, en les isolant de leur contexte politique, la presse se fait complice de l'ordre qu'elle devrait questionner. Et ça me fait penser, je pense que j'en ai déjà souvent parlé dans ces live Twitch, mais il y a un super livre qui est comment la non-violence protège l'État. Non-violence
protège l'État. C'est un livre de Peter Gelderloos. Comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderloos, qui est un super livre qui reprend en fait l'histoire des luttes et qui va reprendre toute l'histoire des luttes de ces 100 dernières années et va analyser chaque grande lutte dont on a une sorte d'imaginaire qu'il y aurait eu une lutte pacifique ou qu'on apprend ça à l'école. Hein, parce que quand je pense par exemple à Martin Luther King ou à Gandhi en Inde, on voit ces deux luttes à l'école, c'est des choses qu'on apprend parfois à l'école, mais toujours sous la perspective de la non-violence, que justement, il y avait la marche du sel de Gandhi qui était non-violent, ou qu'il y avait les meetings de Martin Luther King qui étaient non-violents et tout ça. Mais ici, Peter Gelderloos va analyser du coup les mouvements sociaux qu'il y a eu pendant ces périodes-là, à côté des mouvements aussi de Gandhi ou de autres, mais il va voir aussi qu'il y avait toujours une extrême violence aussi de la part de d'autres branches ou d'alliés aussi parfois. Tandis que Peter Gelderloos vient rappeler que la violence a toujours été dans toute avancée sociale, dans toute décolonisation, et que en fait la non-violence prônée par certains militants aujourd'hui, la non-violence prônée par que ce soit toutes les institutions, même les syndicats, même les organisations soi-disant radicales, parfois la prônent. Ça, en fait, protège l'État. Et il vient aussi rappeler qu'il y a plein de gens qui n'ont pas d'autre choix que d'être violents. Il y a des gens qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, donc ils n'ont plus d'autre moyen que d'exprimer leur rage en pétant des vitrines, effectivement. Mais parce qu'ils n'ont plus d'autre moyen, parce qu'ils crèvent la dalle, parce qu'ils n'ont pas de futur, parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Et ça, c'est pas du tout abordé dans les médias non plus. Hein. Et si on parle de l'Office des étrangers notamment, mais il y a eu aussi des débordements dans plusieurs endroits de Bruxelles, dont Saint-Gilles. 2 véhicules de police ont été endommagés, des policiers blessés et 19 personnes interpellées. Le bourgmestre Jean Spinette parle. C'est fou de ne pas parler des manifestantes blessés. Parce qu'ici, je rappelle que c'est un débat, un interview sur les violences policières. Parce que donc il y a le comité P qui a reçu 13 plaintes ou 15 plaintes, je ne sais plus. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui a créé des communiqués pour dire qu'il y a eu énormément de violences policières. Donc le débat parle de est-ce qu'il y a violence policière ou non. Et là, on vient rappeler qu'il y a eu 2 policiers qui ont été blessés et des petites voitures de police qui ont été incendiées. Attention, hein, qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Gilles ? Tandis qu'on ne va pas parler du nombre de personnes blessées. On n'a pas de chiffres là-dessus parce que les journalistes n'ont pas enquêté. Ça pourrait. Pourquoi est-ce que les journalistes n'enquêtent pas sur le nombre de blessés quand on voit ces images, comme je vous ai montré là tantôt avec l'image de Urbiz, ici, où on voit des gens ensanglantés, ou des gens qui ont des fractions sur leur tête ou des plaintes bleues partout, peut-être que les journalistes pourraient enquêter sur essayer de trouver ces gens, essayer d'appeler au témoignage, d'appeler au recensement, et du coup, comme ça, pourraient nous donner des chiffres du nombre de manifestants blessés. Est-ce que la police a utilisé disproportionnellement la force ? Est-ce que la police peut, comme ça, taper des gens ? Donc, c'est totalement un choix politique que nos journalistes viennent toujours cadrer le truc autour de soi-disant casseurs et donc faire cette distinction, quoi. Parle de guérilla urbaine, on l'écoute. Ah ouais, carrément. Ici, c'est pas la manif. Jean Spinette qui vient nous parler de guérilla urbaine. Allez, vous êtes prête ? Jean Spinette parle de guérilla urbaine, on l'écoute. Allez, Jean Spinette. Ici, c'est pas la manifestation. Ce sont des échauffourées de la guérilla urbaine qui est menée par provocation avec les forces de l'ordre qui doivent réagir, essayer de maintenir l'ordre. C'est très, très compliqué. J'ai demandé un rapport pour analyser ce qui s'était passé et les faits, parce qu'il y a des tas de vidéos. En tant que bourgmestre socialiste, j'allais dire spécialiste. En tant que bourgmestre, c'est un bon lapsus, ça. En tant que bourgmestre spécialiste, donc en mode bourgmestre à vie. Bref, en tant que bourgmestre socialiste, peut-être que tu devrais te poser des questions de pourquoi est-ce qu'il y a eu des manifestants blessés dans ma commune. Peut-être que je devrais enquêter sur les policiers qui ont matraqué ma population. Mais non, on va enquêter sur ces soi-disant manifestants venus de l'extérieur, venus bousiller la manifestation. Dans tous les sens qui sont filmés sur les interventions parfois musclées de la police, on ne va pas se mentir, mais on ne voit jamais les agressions qui sont commises et donc il faudrait une approche mesurée de cet épisode. Mais en tout cas, je pense qu'une manifestation, c'est une chose, de la guérilla urbaine en marge de celle-ci, c'est autre chose. Alors est-ce que vous êtes d'accord ici avec le bourgmestre Jean Spinette qui dit qu'il faut faire attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas toujours le contexte des images ? C'est vrai, mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure... Moi, je vois quelqu'un se faire tabasser par un flic
En fait, j'ai pas besoin de contexte. La personne, elle est immobilisée, elle va rien faire. Donc, que ce soit un terroriste, que ce soit un meurtrier, un agresseur, n'importe qui, je m'en fous. Et cette personne se fait tabasser par la police, c'est ça l'image que je vois. Donc, il n'y a pas de contexte à avoir. Je m'en fous du contexte. Je vois des policiers qui s'amusent à se défouler sur quelqu'un avec leur matraque, quoi. Theo Franken, le ministre de la Défense, propose même l'utilisation d'armes à air comprimées par la police. C'est ce qu'il a déclaré sur ses réseaux sociaux. Je cite, « C'est toujours pareil. Dans ce pays, la police devrait utiliser le FN 303 contre ces voyous, comme le fait la police à Los Angeles. FN Herstal les fabrique à Liège, du fait maison. » Alors ici, Theo Franken compare Los Angeles à Bruxelles. C'est une mesure assez radicale de la part du ministre. Et vraiment, c'est aussi du journalisme à la Trumpiste, quoi. Vraiment aller commenter les petits tweets de chacune. Bon, là, c'est un tweet dramatique, hein, je vous le montre ici, c'est vraiment dégueulasse. Comme je disais au début, les FN 303 sont déjà déployés en Belgique. On en a vu pendant la marche blanche pour Fabiane. Les FN 303 tuent. Il y a déjà eu des morts aux États-Unis, mais aussi en Géorgie. Il y a ici un article que je ne vais pas lire aujourd'hui parce que je l'ai déjà lu, je pense, dans une précédente vidéo, donc je ne vais pas vous le répétez, mais allez lire si vous ne l'avez pas lu, c'est super intéressant. Ça parle de l'historique du FN 303, donc de cette arme à létalité réduite, soi-disant, qui tire des boules de bismuth, des sortes de mix entre peinture et comprimé et métal. Et du coup, c'est des armes qui peuvent tuer, surtout si c'est tiré au niveau du visage. Des chercheurs de Physicians for Human Rights, une ONG qui existe depuis 1986 et qui documente et plaide contre les violations des droits de l'homme partout dans le monde, ont consacré une recherche sur les armes à létalité réduite à projectiles à impact cinétique comme les FN 303 ou les LBD 40. Elles ont analysé 3228 cas d'utilisation desquels qui ont été recueillis des données sur 1984 blessés. De cet échantillon, 53 personnes sont décédées, 3%, et 300 blessés ont été mutilés à vie, 15%. Au total, 71% des blessés par arme à létalité réduite à projectile à impact cinétique ont souffert de blessures sévères nécessitant une prise en charge médicale professionnelle, 71%. La perte de vue, entièrement ou partiellement, due à un tir au visage, représente 87% des mutilations à vie. Il s'agit ici d'une étude se concentrant sur l'usage de ces armes en maintien de l'ordre exclusivement, là où elles sont le plus utilisées actuellement. Mais le premier des risques est certainement d'ordre politique. Une banalisation de la force létale, perçue comme exempte de risque, peut conduire la chaîne des décisions politiques à opter pour une intervention sans qu'il y ait un intérêt tangible pour la justifier. Ah, c'est super intéressant ça. Oui, parce qu'en fait, si on dit que c'est à létalité réduite, du coup on le banalise et on peut envoyer tout le monde tirer avec des balles à létalité réduite. Si c'est quand même pas dangereux, pourquoi est-ce qu'on ne tirait pas sur tout le monde systématiquement avec ces balles? Donc c'est très intéressant ce qu'ils disent là. Si l'on compte sans doute moins de décès en manifestation qu'à une époque révolue, le recours de plus en plus important à des armes intermédiaires, à compter des années 90, a entraîné un nombre important de blessés graves. Comme le souligne le défenseur des droits de l'homme en France, par ailleurs, le caractère non létal des armes de force intermédiaire conduit en pratique les agents à les utiliser avec moins de précautions que les armes traditionnelles. Le défenseur des droits relevait qu'en 2012, il a été fait usage de flashballs et de LBD 40 à 2663 reprises, soit en moyenne 7 fois par jour. Nous savons que certains policiers ne sont pas formés à l'utilisation de ces armes dites à létalité réduite et que les formations au maintien de celles-ci ne remettent jamais en cause le caractère supposé moins létal de ces armes, ce qui a permis de rendre leur utilisation banalisée, voire perçue comme sans conséquence au sein des forces de police. L'étude de Physicians for Human Rights conclut que les lanceurs de balles en caoutchouc comme le FN 303, le flashball ou le LBD 40 ne sont pas des armes appropriées dans la gestion des foules et spécifiquement dans l'objectif de les disperser. Force est de constater, d'après les recherches menées, que dans la pratique, il est presque impossible pour la police de se servir correctement de ces armes, tant les distances préconisées de tir pour faire baisser la potentielle létalité et la précision nécessaire pour ne pas toucher une zone dangereuse, voire mortelle, sur le corps, sont profondément incompatibles. Cette incompatibilité s'accroît dès lors que ces armes se retrouvent utilisées dans un contexte de manifestation publique et de foule dense. Une autre question importante vient remettre en cause l'argumentaire officiel, voulant que ces armes seraient des alternatives moins létales. Mais moins létales par rapport à quoi? Si longtemps l'État a fait tirer sur des foules émeutières,
a fait charger à la baïonnette ou a tiré à la mitraille de canon sur le peuple en colère. La dernière fusillade de masse dans un contexte de contestation sociale en Belgique est sans doute celle de Gras-Berler en 1950, qui vit réprimer dans le sang les manifestantes opposés au retour du roi Collabo, Léopold III, et fera 4 victimes, dont 3 militants syndicaux et résistants. Contrairement à ce que le mot même d'armes à létalité réduite voudrait induire comme raisonnement fallacieux, ces armes n'ont pas remplacé l'usage d'armes à létalité non réduite qui n'étaient pas non plus déployées depuis longtemps et qui, même à une époque reculée, n'étaient que rarement utilisées. Il s'agit véritablement d'une militarisation du maintien de l'ordre et pas d'un glissement vers une forme de répression moins létale, voire moins violente. Bien au contraire. À titre d'exemple, ni la police allemande ni la police britannique n'utilisent des lanceurs à balles en caoutchouc. Le maintien de l'ordre est-il impossible dans ces pays ? Sachant cela, l'usage abusif de la force et des armes dites à létalité réduite nous conduit à la question encore plus préoccupante du recours à ces nouvelles armes à des fins de torture et de la terreur qui est liée à cette possibilité par la police et l'État. Quoi qu'il puisse en être, ces armes dites à létalité réduite ont conduit dans nos régions à une remise en cause même du droit de manifester. Et ces politiques violentes et liberticides ne font que se renforcer, enrobées de ces discours euphémisants, odieux, factuellement faux. L'État essaie encore une fois de nous faire gober que si la police tire, c'est pour notre bien. Je répète aussi qu'il y a une grève qui est annoncée, c'était quand ? C'était 22-23 novembre. Il y a une grève nationale qui est annoncée. Non, c'était quoi ? Le 26 novembre, il y a une grève nationale, grève générale qui est annoncée. Et je pense 22-23, c'est des grèves de secteur. Je pense qu'il y a une grève des services publics, il y a une grève des transports. Et il y a la grève des femmes, je pense, une grève des femmes, je pense, le 23. Voilà, 24, 25, 26 novembre, merci Barnab. Voilà, et le 26 novembre, c'est la grande grève générale. Je trouve ça assez intéressant, la stratégie de faire une grève par mois. Et on voit là que ça s'intensifie. Là, si les syndicats maintiennent vraiment une grève par mois, je trouve ça, ou plusieurs grèves sectorielles dans le mois, mais une grève générale par mois, je trouve que c'est une stratégie assez intéressante parce que je compare ça à la France. La France, ils sont plus d'avis à faire des grèves générales et des grèves reconductibles plusieurs jours d'affilée, voire plusieurs semaines d'affilée. Ce qui, bien sûr, impacte énormément l'économie du pays, qui bloque vraiment l'économie du pays pendant plusieurs jours. C'est un impact gigantesque et les patrons et les politiques le sentent très bien. Mais d'une autre part, ça fatigue un mouvement, parce que si tu dois faire grève tous les jours, d'une part, il y a la question du revenu, parce que malgré tout, le revenu d'un défraiement de grève, c'est 70% de ton revenu, donc où il y a un taux exact, c'est 60 € par jour, un truc comme ça. Du coup, y a pas, tout le monde peut se permettre de faire ça, et surtout pas plusieurs jours d'affilée. Puis il y a la question de la répression, c'est moralement très difficile d'être réprimé tous les jours. Donc ça pose une question de la stratégie, et je trouve pas ça inintéressant, cette stratégie de faire une grève tous les mois, et surtout de faire des grèves par petits secteurs. C'est assez intéressant comme stratégie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat. Ça m'intéresse. Spartacus, tu dis quoi ? Grosse prise de conscience de la part de pas mal de gens autour de moi et qui se sont toujours dit non politisés, même des connaissances plutôt de droite ou de la défense, autour des violences policières. Oui, c'est ça, ouais, non, c'est super intéressant. Donc c'est clairement, ces images qu'on a vues ces dernières semaines, elles ont tourné partout. Il y a énormément de gens qui ont vu ce qui s'est passé le 14 octobre et même l'expulsion de zones neutres. Ça a énormément tourné, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais du coup aussi dans certains médias. Dans les médias mainstream, il y avait toujours bien sûr la police qui était mise en avant, les arguments de la police qui étaient légitimés, qui légitimaient leurs actions ou leurs NAF ou leur matraquage. Mais mine de rien, ça prouve qu'il y a eu quand même un discours, une visibilisation des violences policières qui a été utile et qui a servi à quelque chose, et qu'il y a une indignation qui grandit de plus en plus. C'est des choses qui arrivent aussi peu de temps après la mort de Fabiane, enfant de 12 ans qui a été tué par la police. Et ce n'est pas le seul, il y en a eu plein d'autres qui ont été tués par la police ces derniers temps, surtout cette année-ci et l'année passée a été très meurtrière au niveau des violences policières. Donc, c'est pas anodin que, comme tu dis, secrétaire Spartacus, qu'il y a de plus en plus de gens dans mon entourage aussi qui commencent à s'inquiéter, et même en manifestation. Moi, je vois de plus en plus d'anciens amis que je pensais pas plus politisés que ça, ou qui étaient vaguement de gauche, mais qui n'allaient jamais en mobilisation, que je croise en manif. Par exemple, je pense à la manifestation du 2 octobre pour les flottilles, quand les flottilles ont été interceptées par Israël.
à cette manifestation, j'ai croisé plein de gens que je savais vaguement de gauche, ou même de centre, mais j'aurais jamais cru voir en manifestation parce qu'ils s'en foutaient un peu de l'actualité, de la politique et tout ça. Donc on voit aussi qu'il y a une politisation vraiment énorme de toute une part de la population, que ce soit sur le génocide à Gaza ou sur la casse sociale et la répression policière et les non-réponses de nos politiques. Ça politise toute une partie de la population, donc c'est super intéressant ce qui se passe et c'est super chouette de voir qu'il y a autant de gens mobilisés. C'est hyper chouette de voir qu'il y a des collectifs qui s'organisent, qui font des actions différentes, qui essayent des trucs différents et tout ça. C'est super intéressant et je pense que cette année pourrait s'avérer encore très intéressante.